Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, mais beaucoup sont encore victimes des discriminations dans les domaines du travail, des soins de santé et de l'éducation. Et certaines même subissent des violences physiques et sexuelles. En tout cas, dans le cadre de ce magazine Que dit la loi sur le reflet de Kinshasa Kin 24, nous parlons des droits des femmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission. Et sur ce plateau, nous recevons un invité. C'est sa toute première fois de participer à Que dit la loi. Il s'agit de Maître Sylvestre Pakaboma Mukenge. Il est coordonnateur de Unité Justice Transitionnelle et Appui Institutionnel, Division des droits de l'homme. Maître Sylvestre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Surtout bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Voilà, je disais qu'on va parler des droits des femmes. C'est un homme qui va parler des droits des femmes. Je crois que tu pourrais essayer de le taquiner en disant que c'est un homme genré. On peut le dire. Nous devons l'être tous. Voilà. Alors, les droits des femmes, Maître Sylvestre, généralement, quand on parle de droits des femmes, on voit quoi? Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Vous avez oublié de dire que je travaille à la division droits de l'homme, mais pas ici au Congo, à la MINUSCA, plutôt mission des Nations Unies en Centrafrique. Voilà. Mais j'interviens ici comme un activiste des droits de l'homme qui voudrait bien parler des droits des femmes. Puisque vous me posez la question pour savoir, quand on parle des droits des femmes, à quoi on fait allusion? On fait justement allusion au fait que la femme, en tant qu'être humain, a le droit d'accéder à tout ce qu'il y a comme protection, représentation et de jouir de l'égalité des droits par rapport à son compère, l'homme. Et donc, nous avons vécu dans des contextes où les droits de la femme n'étaient pas très bien reconnus, ou quand ils sont reconnus, ne sont pas bien promus. Il était important qu'on puisse reconnaître la particularité de ces droits. C'est de ça qu'on va parler. Voilà, alors pourquoi autant d'intérêt sur les droits de la femme? Pourquoi est-il important de défendre ces droits? Parce que premièrement, il faut défendre les droits de l'homme. Le principe fondamental dans la protection des droits de l'homme, c'est que l'individu est pris en tant que tel, sans discrimination, sans distinction de sexe, de race. Et on parle de l'égalité des traitements. Il s'est fait qu'il y a des discriminations qui existent dans l'histoire, qui existent dans la coutume, qui existent dans la pratique, en raison du genre féminin ou masculin du titulaire des droits. Puisqu'on a remarqué que les femmes étaient les plus marginalisées en rapport avec ça, dans l'histoire de l'humanité, mais encore plus dans l'histoire de nos cultures et de nos pays, il était important qu'on mette en exergue l'existence de ces discriminations pour promouvoir les droits afin que l'égalité des traitements qui est proclamée dans les droits de l'homme puisse être effective. C'est à ce niveau-là que nous parlons des droits des femmes. Alors, on va rentrer dans la genèse pour essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs tous ces instruments juridiques internationaux qui parlent de la protection de la femme, de ses droits. Est-ce que, Maître, vous pouvez, si possible, énumérer ces instruments qui sont justement très importants pour ces femmes qui nous suivent et aussi pour les hommes qui défendent justement ces droits? Pour commencer à énumérer les instruments, il y en a beaucoup. Voilà. Il s'est fait que je vais partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est qu'une déclaration, et en son sein, elle est basée sur ce que je disais, le principe de non-discrimination, en reconnaissant que les droits de l'homme appartiennent aux êtres humains en tant que tels. Parce que ces droits-là existent, mais dans la pratique, on constate des discriminations, les Nations Unies, à travers l'œuvre qu'ils ont faite, ont commencé par adopter des déclarations. Ils ont adopté une déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, avant d'adopter la convention qu'on appelle CEDAW, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers la femme, en 1979. Dans cette convention, qui est une convention, on dit programmatique, parce qu'elle prévoit que les États membres des Nations Unies devront prendre des mesures pour progressivement éliminer les discriminations qu'il y a envers la femme. Et ces discriminations-là, c'est au niveau à la fois de la protection de leurs droits, c'est quand on parle de violences sexuelles par exemple, on parle aussi de l'égalité dans la représentation parce que les femmes sont moins représentées alors que plus nombreuses,
Et on parle aussi de la promotion de leurs droits parce que la plupart ne les connaissent pas. Ça, c'est la Convention de 1979. En Afrique, nous avons une charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui reconnaît cette égalité. Mais pour encore consolider la spécificité des droits des femmes, en 2003, l'Union africaine a adopté ce qu'on appelle la charte sur la protection de la femme. La charte de Maputo, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc les gens utilisent la charte de Maputo et la Convention de 1979 des Nations Unies pour mettre en exergue au niveau national des textes qui protègent la femme. Donc au niveau national, nous avons la Constitution. La Constitution de notre pays, par exemple, en son article 14, prévoit que l'État prendra des mesures pour assurer l'égale représentation de l'homme et de la femme, ce qu'on appelle parité. Et ensuite, il prévoit que la femme sera protégée contre toute forme de violence. Et en 2006, il y a une loi qui a été adoptée sur les violences sexuelles qui reprend exactement ce qui est prévu pour protéger la femme, mais pas que. Mais les violences sexuelles, nous verrons que dans leur manière d'intervenir, font plus de victimes chez les femmes que chez les hommes. Mais l'État, au niveau national, n'a pas encore pris des mesures à travers une loi pour matérialiser la parité qui est prévue dans la Constitution à l'article 14. C'est un manquement. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup de textes, comme le Code de la famille qui a été revu et qui a enlevé certaines discriminations qui existaient auparavant dans le Code de 87, où par exemple, l'autorisation maritale n'existait plus dans la loi de 2016. Et aussi, dans le droit du travail, il y avait le droit de non-opposition qui n'existe plus actuellement. Donc, il y a plusieurs instruments, mais généralement, ce sont ceux que j'ai cités qui sont applicables en RDC. Merci, Maître. Alors, parlant de tous ces instruments, on constate que la RDC se retrouve en tant que pays en ce qui concerne ces conventions et ces instruments. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo avance dans ce domaine de l'égalité de sexe? On est dans les statu quo. Est-ce qu'il y a évolution, à votre avis? C'est comme je l'ai dit, évolution peut-être dans les textes. Puisque avant la Constitution de 2006, on n'avait pas l'exigence des parités. Mais même la Constitution, dans sa manière d'énoncer cette parité, elle parle de manière programmatique. Elle ne donne pas une imposition. Elle dit l'État prendra des mesures pour assurer la parité à travers une loi. Elle n'a pas prévu un calendrier pour la mise en œuvre de cette loi. Dans un pays, par exemple, comme la Centrafrique, au-delà de la prévision constitutionnelle, il y a une loi sur la parité homme-femme qui a été adoptée, par exemple, en 2017, qui fixe le quota applicable aux femmes aujourd'hui jusqu'à l'horizon 2030 où les 50-50 seront appliqués. Là, c'est clair. Et puis c'est très clair. La loi a été prise et les mesures doivent être mises en œuvre. Quand chaque fois on fait, par exemple, on veut nommer et autres, on tient compte de ça. Nous sommes encore au niveau de l'énoncé constitutionnel. Donc je peux dire que du point de vue légal, quelques évolutions ont été remarquées entre 2006 et aujourd'hui. Mais nous n'avons pas beaucoup avancé en termes pratiques. On peut dire ça parce que vous voyez les nombres de cas de viol qui sont liés au contexte de la guerre à l'est du pays. Vous connaissez le travail que fait le docteur Mukwege dans ce domaine. On ne peut pas dire qu'on a déjà avancé. Ensuite, dans la représentation, le gouvernement actuel, je crois que c'est 23 ou 25%. 27% de représentation des femmes. C'est une évolution, mais c'est loin des standards applicables en termes de parité. Alors, cette sous-représentation, à votre avis, puisqu'on en parle, la Constitution aussi parle de cela, la représentation de la femme dans les organes de décision, vous l'avez dit, on n'a pas vraiment avancé comme il se doit. Est-ce que le problème aussi, c'est la femme elle-même? Le défi qu'elle doit relever, c'est aussi par rapport à la reconnaissance de sa valeur, de son statut et en même temps faire assurer ou encore assumer sa position en tant que femme et bénéficier de tous ses droits. Il y a plusieurs choses, y compris celle dont vous parlez. Nous n'allons pas indexer la femme comme étant elle-même l'auteur du fait qu'elle ne soit pas représentée. Je suis en face d'une femme qui a beaucoup étudié sûrement et qui a le droit d'être représentée à compétences égales avec les hommes et d'être promue même que l'homme quand on est dans ces contextes-là. Les femmes, certaines ne connaissent pas leurs droits.
Le fait de ne pas connaître les droits, c'est un défi qu'il faut relever, qu'il faut résoudre, parce que, et c'est pourquoi, quand on parle de la représentation de la femme au niveau des prises de décision, c'est une étape ultime. Il y a une préparation qui s'est faite à travers la formation et à travers la promotion des droits. Dans les paradigmes de la protection des droits des femmes, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la promotion des droits. C'est à ce niveau-là que je peux dire que beaucoup n'est pas fait, y compris en termes d'accès des filles à l'école. Okay. Nous vivons dans des villes, nous ignorons les réalités de l'arrière-pays et des villages, où les femmes continuent à être éduquées pour être des femmes au foyer, au service des gens. C'est un paradigme coutumier, culturel, qu'il faut combattre. À ce niveau, celle qu'il faut former, c'est les femmes. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. D'où le travail de promotion avant tout. La représentation sera effective quand il y aura beaucoup de femmes en compétition, assez aguerries pour qu'elles puissent être prises en considération. Parce qu'il y a un principe en matière de genre qui veut que quand la femme a la même compétence que l'homme, qu'on puisse promouvoir la femme parce qu'elle est sous-représentée. Donc il faudrait que les femmes accèdent déjà à ces niveaux. Et je sais que dans mon pays, il y en a beaucoup. Mais quand on prend la proportion du nombre de femmes et celles qui ont atteint le niveau nécessaire pour accéder aux postes de responsabilité, beaucoup reste à faire. D'où il faut travailler sur l'éducation. En tant qu'éducation scolaire, mais ensuite en tant qu'éducation culturelle. Voilà là où se situe le défi. Mais le comportement des femmes, est-ce que c'est ça qui empêche que les femmes puissent être promues? Je ne suis pas dans ce paradigme sexiste. Voilà, c'est vraiment un paradigme sexisme. Je disais, on a évoqué les instruments juridiques internationaux et nationaux, ici en RDC, qui sont en train de promouvoir ces droits des femmes. Mais en dépit de cela, maître, vous n'allez pas me contredire, vous l'avez dit, les femmes continuent toujours à être victimes de cette discrimination et à ne pas jouir justement de leurs droits, à ne pas jouir de l'égalité des droits avec les hommes. Aujourd'hui, on peut dire que la responsabilité, elle est partagée entre le gouvernement, les associations ou encore les ONG qui militent justement pour le droit des femmes et la femme elle-même. Vous dites que les femmes ne jouissent pas de ces droits-là. Vous pouvez donner des exemples, puisque je sais que vous allez parler des pourcentages. Par exemple, pour le droit au travail, il y a quand même assez à dire parce que les femmes sont victimes de beaucoup de choses, harcèlement au niveau du travail, discrimination aussi, parce qu'elle est femme, elle ne peut pas travailler, je ne sais pas moi, dans tel domaine. Ça existe. Ce n'est pas légal, c'est des choses qui sont dans la pratique. C'est pourquoi j'ai parlé dans un premier temps d'un paradigme éducatif qui passe par la promotion des droits. Les questions liées au harcèlement, je sais que les hommes aussi en subissent, mais les femmes sont peut-être plus vulnérables justement parce que les personnes qui sont dans les postes de responsabilité sont souvent des hommes. Et parce qu'ils sont des hommes, il est tout à fait clair qu'ils seront enclins à vouloir discriminer les femmes pour leur favoriser l'accès à certaines fonctions, à les marchander. Heureusement que la loi existe et elle interdit le harcèlement sexuel en milieu de travail. Les questions liées à comment combattre ces choses existent dans les textes. Il faut que les femmes apprennent à dénoncer. Les créneaux pour dénoncer existent. Dans le cadre du travail, il y a l'inspection du travail, il y a tout un tas de structures qui existent. L'observatoire du genre, quelque chose que les ministères devraient promouvoir pour qu'on puisse trouver le moyen d'en discuter et de prendre des politiques qui empêcheront cela. Mais je ne peux pas dire que dans ces domaines, on a beaucoup avancé parce que le silence qu'il y a autour de ces questions, c'est un silence qui est encouragé à la fois par l'impunité au niveau légal, mais aussi le fait que les femmes ne dénoncent pas. Les femmes ne dénoncent pas. Voilà pourquoi, quand vous parlez des responsabilités, je vois à la fois le gouvernement qui doit encourager la justice à prendre des mesures, mais les associations féminines qui doivent aussi travailler dans
la protection des femmes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission Que dit la loi, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à Maître Sylvestre Pakambomba pour avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est coordonnateur unité justice transitionnelle et appui institutionnel, division droits de l'homme à la MINUSCA, comprenez la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Il a été avec nous répondant à toutes nos questions sur les droits des femmes. C'était un plaisir. Merci madame, plaisir partagé. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec le même plaisir sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.